Donc on a ici une animation qui est réalisée par Danfoss. Donc nous avons ici un circuit frigorifique, un cycle de réfrigération donc basique. Donc ici on a le compresseur. Donc c'est lui qui réalise l'aspiration du fluide frigorigène et la compression. Le fluide frigorigène sort en vapeur haute pression. Il arrive donc au niveau du condenseur. Le condenseur, son rôle à lui, donc c'est de refroidir ces vapeurs. Lorsqu'on refroidit des vapeurs, ces vapeurs se condensent, donc elles se transforment en liquide. À la sortie du condenseur, donc le liquide qui est refroidi arrive à l'entrée du détendeur, donc il est 100% liquide. Lorsqu'il traverse le détendeur, la pression chute et donc on passe d'une HP à une BP. Nous sommes ici majoritairement liquide et donc le fluide frigorigène entre froid à basse pression dans l'évaporateur. Donc l'évaporateur sera situé à l'intérieur de notre chambre froide et donc il captera la chaleur qui est contenue donc dans l'ambiance. Lorsque je réchauffe un liquide, ce liquide se transforme en vapeur. Donc on retrouve à la sortie de l'évaporateur du fluide frigorigène basse pression mais 100% vapeur. Et donc on revient à l'aspiration de notre compresseur. Alors ici on va essayer de mettre en place deux notions très importantes, donc l'état du fluide et la pression du fluide. Alors au niveau des pressions, sortie compresseur, je suis bien sûr en HP. Entrée condenseur, je suis toujours en HP. Sortie condenseur HP et entrée détendeur, je suis toujours en pression HP. À la sortie du détendeur, je suis en pression BP. À l'entrée de l'évaporateur, je suis toujours en pression BP. À la sortie de l'évaporateur, je suis en pression BP. Et à l'aspiration du compresseur, je suis toujours en BP. Donc je peux simplifier en traçant un trait vertical. Donc à droite de ce trait vertical, j'aurai de la pression HP. Et à gauche de ce trait vertical, j'aurai de la pression BP. Donc ça, c'est au niveau des pressions. Donc on va essayer maintenant de préciser l'état du fluide frigorigène aux différents endroits du circuit. Donc le fluide est soit liquide, soit vapeur, ou soit un mélange des deux. Alors, à l'aspiration du compresseur, je suis en vapeur. Un compresseur ne peut comprimer que de la vapeur. Les liquides sont incompressibles. À la sortie du compresseur, j'ai de la vapeur. À l'entrée du condenseur, j'ai toujours de la vapeur. À l'intérieur du condenseur, donc justement, on va avoir la transformation vapeur en liquide. Donc c'est ce qu'on appelle la condensation. À la sortie du condenseur, je suis à 100% liquide. À l'entrée du détendeur, je suis 100% liquide. À la sortie du détendeur, donc là c'est un peu plus délicat, je suis majoritairement liquide, donc généralement je suis à 80% de liquide pour 20% de vapeur. Donc la détente a provoqué une partie d'évaporation donc de notre fluide qui était à l'état liquide à l'entrée. Au niveau de l'évaporateur, donc c'est l'échangeur dans lequel va s'opérer la transformation liquide-vapeur. À la sortie de l'évaporateur, on aura du fluide frigorigène à l'état vapeur et donc nous revenons à l'entrée du compresseur et le fluide est à l'état vapeur. Donc là, dans notre cas, je peux aussi tracer un trait horizontal cette fois-ci et on peut simplifier en disant que au-dessus de ce trait horizontal, j'aurai de la vapeur, donc sur la partie compression, et en dessous de ce trait, j'aurai du fluide majoritairement à l'état liquide. Alors on a deux zones très importantes que l'on va ici préciser. Donc lorsque le fluide frigorigène est 100% vapeur dans le condenseur, donc on a une notion qui s'appelle le sous-refroidissement. Donc le sous-refroidissement, c'est la différence entre la température de condensation et la température mesurée à la sortie du condenseur. Donc cette différence de température doit être comprise entre 4 et 7 degrés. Au niveau de l'évaporateur, on a aussi son frère jumeau, je dirais, qui s'appelle la surchauffe. Donc la surchauffe, c'est la différence entre la température donc mesurée à la sortie de l'évaporateur, moins la température d'évaporation.
Donc cette différence est comprise généralement entre 5 et 8. Donc maintenant qu'on a mis en place le fonctionnement, le principe de fonctionnement d'un circuit frigorifique, nous allons tracer ce cycle sur le diagramme enthalpique. Vous allez voir, c'est assez simple, même pour ceux qui le découvrent, il n'y a aucun souci. Je vais vraiment partir sur des notions de base et donc d'ici 5 à 6 minutes, vous allez comprendre comment on trace un cycle sur le diagramme enthalpique. Donc pour cela, je dois placer un certain nombre de points sur le circuit. Ici, j'en ai placé donc 6. Et donc l'idée du diagramme, et ça c'est son avantage, c'est que l'on va connaître les caractéristiques de chaque point de notre circuit frigorifique. Donc j'entends par caractéristique déjà l'état du fluide, donc est-ce qu'il est à l'état gazeux ou à l'état liquide, sa pression, sa température, son enthalpie, son volume spécifique. Et donc on va s'arrêter là, comme ça on va essayer de rendre les choses le plus simple possible afin de comprendre. Donc ici le point 1 va se situer donc à l'aspiration du compresseur, le point 2 sera donc au refoulement du compresseur, gardez bien ça en tête. Le point 3 sera donc à la sortie du condenseur, le point 4 à l'entrée du détendeur, le point 5 à la sortie du détendeur et le point 6 à la sortie de l'évaporateur. Donc si je simplifie, mon compresseur sera compris entre le point 1 et le point 2. Mon condenseur sera compris, et ça c'est une approximation entre le point 2 et le point 3. Normalement le point 2, enfin on aurait pu rajouter un point juste ici, mais bon là on peut se permettre cette approximation là. Donc le condenseur entre le point 2 et le point 3. Entre le point 3 et le point 4, on a donc la ligne liquide avec les différents équipements, filtre, déshydrateur, voyant et électrovanne. Entre le point 4 et le point 5, on aura le détendeur. Et entre le point 5 et le point 6, l'évaporateur. Donc là, on peut passer à l'étude du diagramme enthalpique. Alors, le diagramme enthalpique. C'est un diagramme qui va nous aider justement à connaître les caractéristiques du fluide frigorigène aux différents points du circuit. Donc là, on a en noir un cycle frigorifique. On va reconnaître, ou plutôt on va identifier les différents éléments donc, qui constituent le circuit. Mais donc de façon un peu plus générale, ici en ordonnée, nous avons les pressions en barres. Donc c'est des barres absolues. Donc il faudra ajouter un bar à la pression lue au manomètre pour avoir donc la bonne valeur de pression au niveau donc de notre diagramme. Pardon. En abscisse, on retrouve l'enthalpie, donc c'est l'énergie par kilogramme donc contenue au niveau donc de notre fluide frigorigène. Donc alors, à l'intérieur de notre diagramme, on retrouve la cloche ici, qui est la zone de séparation justement entre les différents états du fluide frigorigène. Donc à gauche ici de la cloche, on va retrouver du fluide frigorigène à l'état liquide. Donc toute cette zone-là est à l'état liquide. À l'opposé, on va retrouver ici, à droite de la cloche, toute la zone vapeur. Donc quel que soit le point où je vais me trouver ici, le fluide frigorigène sera à l'état vapeur. Et donc, vous l'avez compris, entre les deux, je vais avoir donc mon changement d'état. Donc on va avoir une zone où on aura un mélange liquide plus vapeur. Donc bien sûr, plus je vais me retrouver à gauche ici, plus mon mélange sera riche en liquide, puisque je me trouve ici proche de la zone 100% liquide. Et donc là, ici, on a les valeurs de titre, donc x égale 0,10. Donc sur cette courbe-là, on aura 10% de vapeur et donc 90% de liquide. Et inversement, plus je vais me rapprocher de la zone vapeur, donc ici le titre est de 90%, donc 90% de vapeur et 10% de liquide. Alors qu'est-ce qu'on peut dire aussi d'intéressant? On a en bleu ici les courbes qui s'appellent des isentropes. Donc ça, c'est des courbes qu'on va surtout utiliser au niveau de la compression. Donc on verra, on dira tout à l'heure que un petit mot là-dessus. En vert ici, on a les isochores. En rouge ici, on a les isothermes. Donc ici, par exemple, sur
ici l'isotherme moins 20 par exemple, si on part sur cette courbe là. Donc ici en rouge on a l'isotherme 20, moins 20, et donc tous les points qui se situeraient sur cette courbe là seraient à moins 20. Donc à l'intérieur de la cloche, l'isotherme par contre change d'orientation, et ici on devient horizontal. Donc ici nous sommes sur l'isotherme moins 20, et à gauche ici on rebascule en horizontal, donc l'isotherme repart tout droit comme ça avec un trait vertical, pardon. Donc on a dit précédemment que on avait dans un circuit frigorifique de pression la BP, donc ici la BP est égale à 4 bars, et la HP qui est égale à peu près 19 bars ici. Donc tous les points qui seront donc situés entre la sortie du compresseur ici, le point 2, et l'entrée du détendeur ici, le point 4, seront sur l'isobar HP, donc l'isobar 19 bars. De la même façon, de la sortie du détendeur jusqu'à l'entrée du compresseur, donc c'est-à-dire entre le point 5 et le point 1, nous aurons de la BP, et donc nous serons sur l'isobar 4 bars. On peut dire aussi un mot sur l'état du fluide frigorigène. Donc le fluide frigorigène qui est aspiré à l'état vapeur au point 1 au niveau du compresseur, il est refoulé toujours en état vapeur, donc cette fois-ci à la pression HP, et donc lorsque le fluide frigorigène va entrer dans le condenseur, il va se refroidir, et donc il va commencer à changer d'état, donc c'est-à-dire qu'il va se condenser, il va passer de l'état vapeur à l'état liquide, et plus je vais m'approcher de la sortie du condenseur, et plus mon mélange sera riche en liquide. Donc au point 3, je me retrouve avec un fluide qui est à 100% liquide. Donc de 3 à 4, on se retrouve sur la ligne liquide. Le point 4 ici, donc on est toujours en 100% liquide, mais on est à l'entrée de du détendeur, pardon. Donc la détente va créer donc une chute de pression. Donc on va passer d'une HP à une BP. Au point 5, comme on l'a dit, on était aux alentours de 80% liquide et 20% vapeur. Donc le point 5, si on lit son titre, on est bien aux alentours de 18-17% au niveau du titre. Et donc le fluide frigorigène entre dans l'évaporateur, il va capter la chaleur. Donc c'est pour cela que entre le point 5 et le point 6, l'enthalpie va augmenter. Donc là vous voyez qu'en termes d'énergie, le fluide frigorigène passe de 220 à 410 kJ par kilogramme. Donc on voit que le fluide frigorigène a bien récupéré la chaleur, et lorsque un liquide, on lui apporte donc de la chaleur, il se transforme en vapeur. Et donc au point 6, on retrouve du fluide frigorigène 100% à l'état vapeur. Donc là, on a pas mal avancé. On a précisé donc les différents appareils, mais bon, là, on peut refaire un tour du circuit assez rapide. Donc entre le point 1 et le point 2, donc on a bien sûr la compression. C'est une compression isentropique. Vous voyez qu'on suit les lignes bleues. Du point 2 au point 3, on peut simplifier en disant que nous avons notre condenseur, mais même si ce n'est pas tout à fait vrai, puisque l'entrée du condenseur doit se trouver peut-être quelque part par ici. Mais bon, on va simplifier en prenant cette hypothèse. Donc du point 2 au point 3, on va avoir la condensation du fluide frigorigène. Donc le fluide va se refroidir. D'ailleurs, c'est pour cela que son énergie diminue. Et donc, en se refroidissant, le gaz va se transformer progressivement en liquide. Donc au point 3, on retrouve donc du fluide frigorigène à l'état liquide à la sortie du condenseur. Entre le point 3 et le point 4, donc on va avoir la ligne liquide. On aura donc les différents éléments, filtre déshydrateur, voyant de liquide et électrovanne. Au point 4, on est à l'entrée du détendeur 100% liquide en HP, et au point 5, la pression diminue et on se retrouve donc à la sortie du détendeur avec pratiquement 80% de liquide et 20% de vapeur. A noter que la détente est une détente isenthalpique, on voit qu'elle est à énergie constante. Entre le point 5 et le point 6, donc là on est sur l'évaporateur, donc l'évaporateur va capter la chaleur du local, et donc le fluide frigorigène qui est à l'état liquide va se vaporiser au fur et à mesure. On arrive ici au niveau de la courbe de saturation, on est 100% vapeur, et du point jusqu'au point 6, donc on se retrouve donc à la sortie de l'évaporateur. Entre le point 6 et le point 1, on est sur la ligne d'aspiration, et donc dans la mesure où le tube est à l'air libre, on a encore
une augmentation donc de l'énergie puisque le tube est dans l'ambiance et donc le fluide hydrogène récupère la chaleur de l'ambiance. Donc c'est pour cela que l'énergie entre le point 6 et le point 1 augmente. Et donc là on a fait tout notre circuit, hein. On va préciser deux petites choses. Donc au niveau du sous-refroidissement, donc c'est côté HP, hein, donc c'est sur l'isobar qu'on a ici. Et à quel endroit on va se retrouver précisément. Donc ici, là, on aura au milieu donc la température de condensation. Donc ici, pour notre cas, on serait aux alentours de 48 degrés. Donc là, lorsqu'il y a un changement d'état, la température est constante. Et donc le sous-refroidissement, c'est la différence donc entre la température de condensation et la température mesurée à la sortie du condenseur, qui est ici le point 3. Donc ça c'est le sous-refroidissement. Au niveau de la surchauffe, donc la surchauffe se trouve plutôt côté BP, donc on va être sur l'isobar 4 bar. Et donc ça sera la différence entre la température mesurée à la sortie de l'évaporateur, donc c'est ici le point 6, et la température d'évaporation. Donc là notre température d'évaporation, on est aux alentours de moins 5 degrés. Donc là, le point 6 est dans la zone vapeur, donc ça c'est une très bonne chose. Il faut faire très attention, car si votre point 6 se trouve à l'intérieur de la courbe ou de la cloche, cela prouve que vous avez encore du liquide à la sortie de l'évaporateur, et là vous risquez donc un coup de liquide au niveau du compresseur. Donc je m'arrête là pour cette vidéo, j'espère que ces explications vous ont été profitables. Prenez soin de vous et je vous dis à tout de suite pour la suite.